Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire dédié au pricing. En présence de Jérôme Laurent, CEO et co-founder de Pricing Hub, et Olivier Innocent, Head of Customer Success de Pricing Hub. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que Pricing Hub a été élu Startup e-commerce de l'année 2023 lors du challenge Start Me Up de la FEVA des KPMG. Et vous félicitez encore une fois. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour aborder un sujet stratégique, donc le pricing, d'autant plus dans la période inflationniste actuelle. Et on va se concentrer, vous allez le voir plus spécifiquement, sur l'alignement concurrentiel et la sensibilité prix des consommateurs, qui sont donc les méthodes les plus répandues chez les e-commerçants. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions, partager vos expériences dans l'espace conversation du webinaire. On prendra 15 minutes de Q&A à la fin. Voilà, donc vous pouvez dès maintenant commencer à interagir. Et je vais laisser la parole à nos deux experts, Jérôme et Olivier. Donc, je vous laisse vous présenter. Oui, merci Anne-Sophie pour cette intro. Je me présente rapidement, mais ça a déjà été fait. Donc, je suis cofondateur de Pricing Hub et je suis avec Olivier qui est notre Head of Customer Success. Donc, le rôle d'Olivier chez Pricing Hub, c'est vraiment d'être la voix du client. Il accompagne l'ensemble de nos clients sur l'utilisation de l'outil, mais pas que, sur aussi le déploiement de leur stratégie de pricing. Et il y a beaucoup d'interactions entre nos clients et nous-mêmes sur comment optimiser la performance commerciale. Notre rôle, ce n'est pas que de fournir une solution, mais c'est d'optimiser cette performance commerciale. Et aujourd'hui, on sait que le pricing, c'est un levier de pilotage de la performance très, très puissant, très réactif. On peut aller très vite aller chercher de la masse de marge incrémentale ou du volume en activant ce levier. Et depuis 5 ans qu'on a déployé Pricing Hub sur pas mal de retailers. Donc, Pricing Hub, c'est quoi? C'est une solution SaaS d'optimisation du prix et de revenu management. On travaille avec les retailers plutôt de grande taille, plutôt Enterprise Solutions. On travaille historiquement avec les grands retailers français, Fnac Darty, Franprix, ADO. On travaille depuis 2 ans avec ADO. On est en train de déployer la solution sur Leroy Merlin, sur Terra Incognita, etc., sur plusieurs de leurs filiales. Et on est présent en France et en Europe. On a pas mal de clients européens. Et donc, on a une bonne vision en fait des différentes stratégies de pricing dans les différents écosystèmes, dans les différents verticaux du retail. Et ce qu'on voit, c'est qu'historiquement, on a un pricing qui est très aligné sur la concurrence. Voilà, tout le monde est obnubilé par je veux m'aligner sur la concurrence. Je suis très proche de mon concurrent parce qu'en fait, je veux avoir un indice prix qui soit performant. Je veux contrôler mon image prix. Je pense que dès que je ne suis pas aligné avec ma concurrence, je vais perdre du volume très rapidement. Et tout ceci, ça a quand même tendance à tirer les prix vers le bas. Donc, nous, notre expérience et ce qu'on propose, c'est de réintégrer en fait le client et le consommateur dans l'équation d'optimisation du prix. Et notre expérience, c'est dès qu'on fait ça, avec des mécaniques qui sont un peu plus complexes, qui sont liées à la mesure de la sensibilité prix du consommateur, on arrive à aller chercher de la performance commerciale et surtout, on arrive à aller chercher de la masse de marge incrémentale. Donc, en fait, c'est cet arbitrage entre quand est-ce que je dois m'aligner sur la concurrence et quand est-ce que je dois aller plutôt être consumer-centric qu'on va essayer de vous présenter aujourd'hui, de vous donner quelques clés de réponse. On a à peu près 1 heure pour faire ça, 45 minutes de présentation et 15 minutes de questions-réponses à la fin. Donc, Olivier, tu peux nous présenter un peu ton programme? Qu'est-ce que tu as prévu de nous raconter aujourd'hui? Bien sûr, merci Jérôme pour cette introduction. Donc aujourd'hui, on va aborder ce sujet en 3 étapes. Donc on va dans un premier temps expliquer ce que l'on entend par alignement concurrentiel et sensibilité prix des consommateurs. Et ensuite, on vous donnera quelques pistes pour choisir quelle méthode à utiliser. Et je gâche un peu le suspense, mais on verra très rapidement qu'il n'y a pas de méthode parfaite et qu'une utilisation combinée des 2 méthodes permet d'obtenir les résultats les plus efficaces et les plus pertinents.
Alors voilà, on va juste, là vous voyez à l'écran s'afficher le premier pôle. Donc la petite question qu'on vous pose aujourd'hui, c'est quand vous optimisez vos prix, est-ce que vous êtes plutôt axé concurrence ou est-ce que vous êtes plutôt axé mesure de la sensibilité prix du consommateur? Comment est-ce que vous faites votre arbitrage? Voilà, répondez-nous sur le petit pôle. Je pense que tu peux y aller, continuer, Olivier. Ok, très bien. Alors, pour commencer, un petit rappel très succinct des définitions. Donc, par alignement concurrentiel, on parle d'une stratégie qui consiste à ajuster les prix en fonction des prix de vos concurrents, avec un objectif derrière, très généralement, d'améliorer ou de conserver un niveau de part de marché. Une petite précision, par alignement concurrentiel, on n'entend pas une réplication exacte du prix de votre concurrent. On suit les prix, mais on ne s'aligne pas forcément à 100% au centime près sur le prix des concurrents. Concernant la sensibilité prix des consommateurs, c'est une stratégie dont l'objectif est de tirer profit de la réaction de vos consommateurs par rapport au changement de prix, avec là un objectif qui est de maximiser un objectif commercial de l'entreprise, qui est souvent la marge ou le chiffre d'affaires, voire les volumes. Ok, très bien. Alors là, je vois sur la réponse des pôles, il y a 70% des répondants qui nous disent, voilà, on axe notre stratégie et notre optimisation prix sur la concurrence et 30% sur le consommateur. Alors c'est très, très classique. Je félicite ceux qui travaillent l'élasticité et on va pouvoir continuer à avancer. Alors, Olivier, maintenant que tu as fait cette petite intro très, très rapide, est-ce qu'on peut se pencher peut-être un peu sur nous expliquer les différences entre les deux méthodes, comment est-ce que tu les approches et comment est-ce que tu les déploies? Bien sûr. Alors, de notre point de vue, les deux méthodes se déploient via 4 étapes, avec 2 étapes en commun qui sont la première et la dernière, donc la construction du Data Hub et le contrôle et le pilotage de l'optimisation. Et ensuite, vous voyez, chaque stratégie a ses étapes et ses modalités spécifiques. Très bien. Et bon, je pense que là, maintenant, on est prêt à aller deep diver. Maintenant que cette introduction est faite, on va deep diver sur l'alignement concurrentiel. Donc, Olivier, est-ce que tu peux présenter un peu les différentes étapes du déploiement? Et puis, on va aller voir les zones de vigilance, quels sont les facteurs clés de succès et comment est-ce qu'on peut approcher ce sujet d'alignement concurrentiel? Bien sûr. Donc, comme on vient de voir très succinctement, l'alignement concurrentiel se déploie via 4 étapes. La première étape sera la construction du Data Hub. La deuxième étape sera l'injection de votre expertise métier, de votre connaissance. La troisième, la simulation des impacts de cet alignement et l'implémentation des prix. Et la dernière étape, qui est, comme on en a parlé déjà à l'étape précédente, le contrôle et le pilotage de l'optimisation. Donc, si on se lance sur la première étape, la première action à faire, c'est réfléchir quel est mon périmètre concurrent. Est-ce que je me concentre sur uniquement les généralistes, uniquement les spécialistes, uniquement les marketplaces, un panaché de tout ce type de concurrents? Donc ça, on va dire que c'est la définition générale. Ensuite, on a une petite spécificité pour les commerçants, les retailers physiques, c'est l'attention à la zone de chalandise. Ça peut paraître bête, mais si vous avez un magasin en région toulousaine, c'est peut-être pas pertinent de regarder les prix d'un magasin en région parisienne ou en Bretagne. Ça peut, une fois de plus, ça peut paraître évident, mais c'est parfois bon de rappeler les évidences. Ensuite, on va se concentrer sur le périmètre produit. Quels sont vos produits ou vos catégories prioritaires? Quelles sont celles qui ont un impact direct sur l'indice prix qui est consulté au quotidien, qui est affiché dans les médias par certains de vos concurrents ou par certains sites qui se proposent de trouver quel est le moins cher. Je vous laisse deviner de quel concurrent on parle. Et donc ça, c'est vraiment important pour vous. Quels sont les produits qui vont avoir un impact immédiat et fort sur votre positionnement réel ou perçu? Un deuxième élément à prendre en compte sur le périmètre produit, c'est la gestion des marques de distribution. Quel est le poids, quelle est la puissance de ces marques de distribution et quel est l'objectif derrière? Dernier élément, qui celui-là est souvent, pour le coup, passé à la trappe, mais qui peut avoir un impact énorme, c'est la gestion des variantes. Donc par variante, on entend les tailles.
Donc, par exemple, pour les vêtements ou les chaussures, des pointures, mais aussi pour de l'alimentaire, par exemple, pour des croquettes, un sac de 5 kg contre un sac de 10 kg. Les couleurs et donc le packaging qui correspond un peu aux tailles, mais aussi l'exemple le plus facile à comprendre, c'est par exemple si vous achetez ou vous vendez plutôt un soda d'une grande marque, que ce soit une bouteille d'1 litre, un pack de 6 canettes ou un pack de mini-bouteilles de 25 centilitres, faites attention sur le produit que vous souhaitez aligner. On peut avoir vraiment des mauvaises surprises où vous allez vous aligner sur un produit, une veste orange double XL qui aura été bradée par un nouveau concurrent. Vous allez appliquer ce prix à tous vos produits et vous allez détruire votre marge juste parce que vous n'avez pas ciblé le bon produit. C'est un exemple réel, ce n'est pas un exemple inventé. On a vu ça avec un de nos clients. Le troisième bloc, c'est la fréquence. Sur ce point-là, le point de départ, c'est vos capacités opérationnelles. Est-ce que vous disposez d'étiquettes électroniques? Est-ce que votre outil informatique permet de changer les prix tous les jours, plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par mois? Faites attention, ça ne sert à rien de collecter de la donnée quotidienne si vous ne pouvez la changer qu'une fois par semaine ou une fois par mois. Cette fréquence n'est pas obligatoirement la même pour toutes vos catégories de produits, tous vos concurrents. Je ne sais pas, vous avez un concurrent, vous savez qu'il met à jour ses produits sur les fruits et légumes tous les lundis, ses prix sur, je ne sais pas, l'alimentation animale tous les vendredis. Bah, du coup, vous allez mettre à jour vos prix sur ces catégories qu'une fois par semaine. Le message clé, c'est concentrez-vous sur les données dont vous êtes en mesure d'utiliser. Ça ne sert à rien de collecter des dizaines de gigas de données pour en utiliser 10%. Il vaut mieux se concentrer sur les données qui vont avoir un impact immédiat et fort plutôt que faire une liste à l'après-vert de données à collecter qui resteront sur vos disques durs, si on utilise encore des disques durs de nos jours, et qui seront perdus et qui surtout ont une date de péremption très rapide. Après quelques heures ou quelques jours, une donnée de prix n'a plus beaucoup de valeur. Voilà, là peut-être on peut continuer à donner des exemples, Olivier, sur ces cas, parce qu'en fait, sur les 3 points, parce que sur l'alignement concurrentiel, ce qu'on voit souvent, c'est des catégories managers qui alignent en fait leur prix sur un concurrent pas cher, mais qui a 3% de part de marché. Donc, si vous êtes un leader de la catégorie, est-ce que c'est vraiment pertinent comme décision? Non. Si vous êtes leader de la catégorie, allez aligner les prix sur des gens qui ont des parts de marché significatives. Donc, ça, c'est des choses qu'on voit. La question aussi sur l'alignement concurrentiel, il y a la question de la géographie. Donc, si vous avez un prix national et si vous alignez web et magasin, bon, bah, vous pouvez aller, vous avez qu'un set de données à avoir. Si vous décidez de rentrer dans des logiques d'alignement par zone de chalandise, ce qu'on peut faire assez facilement avec un outil, là, il faut commencer à se poser la question, c'est comment est-ce qu'on les définit, ces zones de chalandise, quels sont les concurrents à prendre en compte, et puis peut-être penser à faire des relevés manuels. Donc, il y a des outils aujourd'hui qui vous permettent en magasin d'avoir une application sur les téléphones mobiles et d'aller faire vous-même vos relevés manuels et de faciliter les process, et c'est intégré directement dans les systèmes. Donc, il y a pas mal de choses à voir de ce côté-là. Et puis, sur la périmètre produit, moi, j'insiste toujours beaucoup là-dessus. Avant de savoir qu'est-ce qu'il faut crawler et à quelle fréquence, il faut quand même avoir une bonne idée de sa segmentation produit, de la segmentation de son catalogue produit et de savoir du coup comment est-ce que vous allez, quel type de stratégie, même en high level, vous allez déployer sur quel segment de produit, sur quel cluster produit. Sur un produit qui a un driver où vous voulez vraiment, qui a un fort générateur de trafic et de volume chez vous, bien sûr, il faut aller crawler sur une fréquence la plus élevée possible. Sur un produit qui est un produit long tail, ça ne sert à rien de crawler sur une fréquence élevée. Donc, en fait, avant de prendre votre décision de qu'il faut crawler, je pense qu'il faut avoir un peu de recul sur la segmentation produit et comment est-ce qu'on va utiliser les différents segments de produits. Tout à fait. Ce qui nous amène parfaitement à la deuxième étape qui est l'ingestion ou tirer parti de votre expertise métier. C'est un alignement concurrentiel, comme vient de dire Jérôme, c'est primordial. C'est vraiment la connaissance que vous et vos équipes possèdent sur les catégories, sur la concurrence, sur les tendances de marché qui vont définir le succès ou pas de cette stratégie. Donc, dans un premier temps, on va définir les objectifs. Est-ce que je veux agir sur ma part de marché? Est-ce que je veux agir sur ma marge? Est-ce que je veux agir sur mes volumes?
on n'en a pas encore parlé, mais par exemple, est-ce que je vais utiliser cette stratégie pour déstocker? Je me reste des produits en stock, je vais me dire systématiquement, je me mets à 10, 15, 20% en dessous de mon concurrent. Voilà, on a après autant d'objectifs que de catégories, que de clients, que de concurrents, pardon, que d'enseignes, que de magasins, que de stores différents. Donc ça, c'est à vous de définir quelle est la granularité que vous voulez appliquer. Ensuite, il faut dimensionner l'optimisation en tant que telle. Donc, dans la même logique, une fois que vous avez défini les objectifs, vous allez vous allez pousser ces objectifs sur votre périmètre. Quels sont les produits, les catégories, les marques que je veux optimiser, de quelle façon, et la temporalité aussi, c'est très important. Donc, on a vu la fréquence sur la slide précédente, mais il ne faut pas oublier la saisonnalité. Une fois de plus, on rappelle des évidences, mais on le voit au quotidien. Quand on est dans le cœur du réacteur, on n'a pas forcément le temps de prendre le pas de recul qui permet de voir la vision globale. Mais bon, là, je vais donner un exemple vraiment aberrant, mais ça ne sert à rien d'être ultra agressif sur les glaces au mois de décembre. Mais par contre, quand vous êtes entre deux saisons, typiquement, nous on le voit, on travaille avec pas mal d'acteurs du bricolage, les climatisations, à partir de quel moment vous commencez à être agressif? Est-ce que vous attendez juillet, août, qu'il fasse vraiment chaud, ou est-ce que vous voulez anticiper en disant, ben non, dès mai, début juin, je veux vraiment mettre un coup d'accélérateur sur la vente de certains produits, donc je vais être agressif dès ce moment-là. Donc ça a aussi son importance. Et donc la combinaison de ces deux points va m'amener à déployer ma stratégie. Donc je vais définir des corridors de prix. Une fois de plus, comme je disais en introduction, un alignement concurrentiel ne signifie pas s'aligner au centime près sur le concurrent le moins cher. Donc par corridor de prix, on va pouvoir dire, tiens, je veux être au maximum au prix de tel concurrent, au minimum au prix de tel concurrent. Et je peux donner des marges de manœuvre. Je peux dire, OK, mon positionnement, ma qualité de service me permet d'être 5% plus cher que ce concurrent. Par contre, je sais que ce concurrent-là est très agressif, donc je ne dois pas être plus cher de plus de 5% que celui-là, etc., etc. La gestion des MDD, on en a parlé en introduction. Est-ce que vos MDD sont là pour faire de la marge ou pour du produit d'appel? On sait très bien que d'un distributeur à l'autre, l'image perçue de la MDD n'est pas la même. Donc, on a une infinité de couples, granularité, cohérence de gamme, catégorie de produits qui va vous permettre de vraiment avoir une finesse et un ajustement qui vont être excessivement qualitatifs. La troisième étape, c'est la simulation des impacts. Ça va vraiment vous permettre de valider toutes les hypothèses que vous avez définies sur les étapes 1 et 2 et de faire en sorte que vous n'allez pas partir en production sans filet. Et la deuxième partie de cette étape, c'est l'implémentation des prix qui aussi est une stratégie en soi. Donc, pourquoi on simule l'alignement? Déjà, dans un premier temps, on va avoir une idée en tête. On va dire, tiens, je souhaite aligner telle catégorie de produits sur tel concurrent avec tel pourcentage de cohésion. Et on va construire ce que nous, on appelle une règle. Une fois que vous allez avoir construit cette règle, vous allez vouloir vérifier que, tiens, ce que j'avais en tête, c'est effectivement ce qui se passe. Dans un deuxième temps, une fois que vous allez avoir validé que vous avez bien le résultat attendu, vous allez voir l'impact sur vos prix. Vous pouvez avoir la meilleure stratégie, les meilleures hypothèses du monde. Si une fois que vous les appliquez, que vous simulez, vous voyez que ça baisse tous vos prix de 20%, peut-être que vous allez vous dire, OK, c'est un brin agressif, ou au contraire, si vous voyez qu'il n'y a pas d'évolution, vous allez dire, OK, soit c'est parfait, c'est une excellente nouvelle, ça montre que je suis bien placé, soit vous allez dire, OK, ma stratégie n'est pas assez agressive. Cette simulation d'écart, vous devez intégrer une certaine hypothèse d'élasticité ou de sensibilité prix. Parce qu'aller dire, OK, je baisse mes prix de 20%, mon chiffre d'affaires va baisser de 20%, ça ne sert à rien. Il faut dire, OK, je pars du principe que si je baisse mes prix de 5-10%, j'attends une augmentation des volumes de X%. Et cette augmentation des volumes va me permettre de compenser ma baisse de prix. Donc ça, c'est aussi très important. Nous, on le voit beaucoup. Jérôme et son équipe, quand ils font des meetings en pré-vente, ils voient beaucoup de prospects qui nous disent ça ne sert à rien de baisser les prix, je perds juste du chiffre d'affaires, parce qu'ils n'ont pas cette notion de sensibilité prix.
L'implémentation de ces nouveaux prix est aussi critique. Donc, on en a déjà parlé plusieurs fois. On insiste sur ce point. La fréquence et la temporalité de l'implémentation des recommandations, des nouveaux prix, c'est vraiment vital. Changer un prix, mettre un nouveau prix le samedi, si votre concurrent met à jour ses prix le dimanche, c'est presque du gaspillage. Une fois de plus, mettre un prix un jour toutes les semaines, si vos concurrents ne bougent pas, ça, c'est pareil, c'est du gaspillage. Au contraire, si vous attendez une fois par mois, une fois par semaine pour mettre à jour les prix sur une catégorie de produits qui est excessivement dynamique, bah là, vous avez peut-être un manque à gagner ou un potentiel qui n'est pas utilisé à 100%. Dans le cadencement, c'est pareil. Tout à l'heure, un peu plus tôt, je donnais l'exemple où en fonction des concurrents, on le sait, vous voyez, j'imagine que vous suivez les prospectus de vos concurrents. Ben, on sait que certaines marques, c'est le jeudi, certaines marques, c'est le samedi. Donc voilà, en fonction de votre concurrent et de votre catégorie, calculez quel est le jour le plus optimal pour changer ses prix. Très bien, merci Olivier. On va avancer un peu pour gérer le temps. Donc, si j'ai bien compris, on a 2 facteurs clés de succès. Un, il faut partir des capacités opérationnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut savoir quelles sont vos contraintes. Est-ce que vous avez des contraintes de mise à jour, d'étiquetage, etc. Il faut partir aussi de votre segmentation de produits. Et tout ça, ça va vous permettre de définir en fait vos besoins de benchmark, à la fois sur le périmètre des produits à benchmarker, le périmètre de la concurrence et la fréquence des produits à benchmarker. Et ensuite, il faut vraiment que vous soyez super cohérent en termes de déploiement des alignements sur les objectifs business de l'entreprise et savoir quand est-ce que vous devez vous aligner strictement, quand est-ce que vous avez un peu plus de marge. Et puis moi, je trouve que le point d'Olivier sur la simulation, il est clé. Il faut vraiment, c'est hyper important de quand vous avez défini une stratégie, c'est de la simuler à la fois sur l'impact prix et l'impact business. Et ça, les outils, quand même, vous aident vraiment à faire ça. Et une bonne simulation d'impact business, c'est une simulation quand même qui prend en compte de l'élasticité et de la sensibilité prix consommateur. Olivier, tu peux nous donner 2-3 exemples concrets aussi sur la partie étiquette électronique? Je crois que tu voulais parler de ça. Et puis sur voilà, 2-3 exemples concrets pour clôturer. Alors, l'exemple qu'on voit le plus fréquemment depuis on va dire 6 mois, 1 an, c'est on a beaucoup de nos clients qui implémentent ou qui testent les étiquettes électroniques sur une toute ou partie de leur catégorie ou toute ou partie de leur magasin. Donc ça leur permet de vraiment avoir un ajustement très fin des niveaux de prix. On a même des clients qui poussent des nouveaux prix plusieurs fois par jour en fonction des données. Jérôme en parlait un peu plus tôt. Ils ont des équipes qui parcourent leurs concurrents, leurs magasins concurrents avec des applications qui scannent. Et ça permet vraiment d'avoir un ajustement fin. De l'autre côté, sur des catégories très spécifiques ou sur des produits où vous avez le prix affiché directement sur l'emballage, là, vous ne pouvez pas ou vous n'êtes pas en mesure d'avoir une fréquence d'optimisation et de mise à jour des prix aussi élevée. Sur les objectifs de l'entreprise, j'aime bien donner un exemple un peu aberrant, un peu extrême, qui est les grands magasins. Donc, si vous allez au Bon Marché ou si vous êtes en déplacement à Londres et que vous allez chez Harrods et que vous dites, tiens, c'est marrant, ils vendent des pâtes, je vais acheter des pâtes chez Harrods. Je suis quasiment sûr que le catégorie manager pâtes chez Harrods, il ne va pas regarder ces supermarchés autour pour savoir quel prix il doit pratiquer. Donc, c'est évidemment un exemple très extrême. Mais voilà, ne vous alignez pas avec un concurrent pour lequel vous n'avez rien à voir. Si vous êtes une marque établie avec une dizaine ou une centaine de magasins, ça ne vaut pas le coup de s'aligner sur un dropshipper que vous allez trouver sur une marketplace obscure où il y a une chance non négligeable que le produit ne soit jamais livré. Soyez cohérent avec vos objectifs et l'image de votre entreprise. Ok, Olivier, Merci. Ouais, vas-y. Pardon. Merci Olivier pour ces exemples. Est-ce que vous aurez quelques exemples? On nous demande en commentaire qui serait plus e-commerce, parce que là, c'est très focus problématique magasin. Et donc, on nous demande notamment qu'en est-il du e-commerce où les prix changent très rapidement et quels seraient vos conseils concernant le rythme d'adaptation, notamment? Alors, ça c'est pareil. C'est vraiment, j'allais dire, à la discrétion de chacune des entreprises. Il y a des produits où les prix sont relativement stables.
sont relativement c'est ça, fixés sur une période de temps, et il y en a d'autres où il y a des variations de tous les jours. Nous, on a des clients qui mettent à jour une fois par semaine en e-commerce, parce qu'ils ont remarqué aussi que ils avaient des clients qui commençaient leur parcours client, par exemple, le lundi soir, sur des achats un peu avec des prix un peu élevés, qui prenaient 1 ou 2 jours pour réfléchir et qui revenaient le lendemain ou le surlendemain, qui voyaient un prix qui pouvait être complètement différent. Donc, ils recevaient des plaintes ou du moins des commentaires au service client. Donc, ce qu'ont fait ces clients, ils ont dit, nous, on réduit notre fréquence de mise à jour des prix pour le faire qu'une fois par semaine. De notre, on a des clients où, dans un marché hyper compétitif, qui mettent à jour les prix 5 fois par jour. Donc ça, c'est vraiment très lié au dynamisme du marché et de la catégorie produit. C'est vraiment au sein d'un site, vous pouvez avoir des fréquences vraiment différentes. Ouais, Olivier, là, tu donnes un exemple. Le premier exemple que tu as donné, c'est un exemple de produit avec une fréquence d'achat élevée, c'est-à-dire que c'est des produits à achat récurrent. Et sur les produits à achat récurrents, effectivement, il faut réduire un peu la fréquence de mise à jour. Par contre, globalement, sur le e-commerce, le crawl, il est quotidien. En général, nos clients, ils crawlent quotidiennement. La capacité de calcul, elle doit être quotidienne, et ensuite, c'est à vous de décider de la fréquence de mise à jour. Et nous, ce qu'on recommande, c'est un calcul quotidien minimum de la variation de prix. Ensuite, il y a une question sur la MDD. Et donc, la MDD, ça, c'est tout le challenge en fait du crawling et de la donnée de benchmark. C'est le matching en fait. C'est comment est-ce que je match en fait mon produit MDD à des produits soit de marque nationale équivalents. Donc ça, c'est le sujet un peu le plus complexe. Il y a des outils avec de l'IA qui vous aident à augmenter, à améliorer vos taux de matching. Mais c'est là où les stratégies de pricing basées sur l'élasticité interviennent. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas la data, quand c'est compliqué, quand vous n'avez pas la data de benchmark, votre meilleure option ensuite, c'est d'aligner en fonction de la sensibilité prix du consommateur. Nous, on a certains clients e-commerce qui optimisent 100% de leur catalogue produit et de leur chiffre d'affaires sans donner de concurrence. Donc ça, c'est possible de le faire. Et vous le faites en général quand vous avez une contrainte, quand la donnée de benchmark n'est pas disponible ou pas suffisamment qualitative. Voilà, je ne sais pas si j'ai compris à la question, mais on pourra creuser un peu. Le secteur de la mode est très particulier. Le secteur de la mode, on en parlera après, mais c'est un cas de figure particulier, puisqu'en fait, il y a un gros problème d'étiquetage. Donc ça, je propose d'y revenir plus tard. Merci Jérôme. En effet, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions dans le chat. On prendra le temps d'y répondre. Donc, on passe maintenant, Olivier, on passe à la partie sensibilité prix du consommateur. Là, il y a des enjeux un peu différents et des approches de calcul différents. Tout à fait. Donc, on retrouve nos 4 étapes, donc la construction du data hub et le contrôle et le pilotage qui sont communes avec l'alignement concurrentiel. Et on a 2 étapes spécifiques qui sont la mesure et la compréhension de la sensibilité prix des consommateurs et comment. Alors, on a mis à exploiter, c'est au sens littéral du terme, c'est tirer parti de cette sensibilité prix. Vous verrez, on parle aussi d'élasticité prix des consommateurs. Donc, première étape, la construction de votre data hub. La grosse différence avec la stratégie d'alignement, c'est que là, on va utiliser vos données internes. On va combiner vos données de vente avec vos données de trafic et vos données de catalogue. Le cas échéant, si vous avez des données de benchmark, mais c'est vraiment facultatif pour ce type d'optimisation. Et c'est cette combinaison de ces données qui va nous donner une compréhension de la sensibilité prix de vos consommateurs très précise et très pertinente et générer derrière un impact très ciblé. C'est vraiment important cette notion de cible, de contexte et un impact très fort. Donc une fois que vous avez créé, construit ce hub, on va passer à la mesure. Donc déjà, petit rappel méthodologique, donc la sensibilité prix ou l'élasticité prix, c'est le rapport entre la variation de la demande, donc de l'intention d'achat, et la variation du prix. En caricaturant, si mon prix augmente de 10%, mes volumes vont baisser de 10%. Dans la réalité, on est très loin de ce cas de figure. Je pense que je ne l'ai même quasiment jamais vu, mais il y a vraiment des variations.
Donc, cette sensibilité prix, ça, je pense que je vais vous le répéter peut-être 10 fois jusqu'à la fin de la présentation, c'est lié à un contexte. Il n'y a pas d'élasticité prix absolue. Elle dépend d'un groupe de produits, d'une période de temps, d'une enseigne ou d'un magasin. On peut avoir une enseigne globale qui va avoir une élasticité très différente entre son magasin à Toulouse et son magasin à Lille. C'est pareil sur un groupe de produits. L'élasticité du magasin à Lille sur les gâteaux en chocolat va être très différente de l'élasticité à Marseille ou à Strasbourg. La mesure de l'élasticité et de la sensibilité doit intégrer et gérer les cas spécifiques. Par cas spécifique, on entend les événements inattendus. Vous vous souvenez tous du confinement. Ceux qui, dans l'audience, dans le e-commerce, ont vu une explosion de leur trafic et de leur vente. Ceux qui sont dans le commerce physique ont eu une expérience un peu plus mitigée, sauf peut-être dans l'alimentaire. Il y a également les grèves. Si vous avez un magasin sur une zone où il y a des manifestations ou des grèves, on le voit de façon récurrente chaque année, ça a un impact fort sur votre trafic et donc sur votre élasticité. On a le cycle des produits. Ceux qui sont dans l'électronique, ils connaissent les cycles annuels de l'iPhone où quelques semaines avant et quelques semaines après, voilà, on a des comportements excessivement différents. Et dans les exemples aussi des dernières années, on a eu la sortie de la PlayStation 5 qui a été chaotique avec des problèmes de stock, très forte demande. On a vu des PlayStation 5 partir à 1000, 1500 euros sur certains sites, alors qu'aujourd'hui, elle est retombée, je ne sais plus, à 450 ou 500 euros. Donc voilà, c'est vraiment la notion de contexte qui est vitale dans la mesure de la sensibilité prix de vos consommateurs. Une fois qu'on l'a mesuré, il y a un objectif, c'est de tirer profit et utiliser cette sensibilité prix. Donc, pour faire cela, on a observé 3 principes. Donc, vous voyez, je me répète, c'est vraiment applicable à un périmètre et à un contexte spécifique. Ça, je pense qu'on le répète à chaque fois à nos clients, mais on a toujours la question, est-ce que je ne peux pas utiliser cette élasticité pour une autre catégorie? Non, ça ne marche pas, c'est la recette absolue de l'échec. Si n'importe qui vous dit, on a mesuré votre élasticité il y a 6 mois sur les glaces, on va l'appliquer sur l'hiver prochain sur les bûches pour poêles, ça ne marchera pas. La construction des prix va dépendre d'un couple objectif-contrainte de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on entend par objectif-contrainte? Très schématiquement, vous allez nous dire, on a un objectif de masse de marge très fort, mais on a une contrainte qui est, on ne veut pas perdre trop de volume. Et tout l'enjeu de l'optimisation va être de ménager cette contrainte tout en atteignant cet objectif. Le dernier point, c'est la cannibalisation. La cannibalisation, c'est très simple. Si vous souhaitez optimiser vos iPhones en disant je veux faire énormément de marge sur mes iPhones, très bien. Quelle que soit la stratégie que vous allez utiliser, on va réussir à augmenter le taux de marge, même la masse de marge, c'est très bien. Sauf qu'on va arriver à un point où on va avoir augmenté les prix de l'iPhone, je donne vraiment un exemple, je n'ai pas d'action Apple, de façon tellement élevée que peut-être les Samsung ou les autres marques, qui au départ n'étaient pas une solution envisagée par le client, va dire, écoutez, aujourd'hui, il y a 30-40% d'écart entre l'iPhone et le Samsung, tant pis, je prends un Samsung parce que j'ai vraiment un écart trop important. Ou le contraire. Au départ, je venais chercher un Samsung parce que je pars du principe que l'iPhone est plus cher, mais j'ai cherché à faire de la marge sur Samsung et j'ai rien fait sur mon iPhone. Les prix sont venus tellement proches que je peux me permettre de basculer. Donc nous, dans ce cas-là, on continue d'optimiser la catégorie smartphone, où on va aller chercher un compromis entre les positionnements de toutes les marques pour atteindre votre objectif qui va être, dans ce cas-là, par exemple, la masse de marge. Ouais, merci Olivier. Je pense qu'il y a aussi une zone de vigilance importante que je veux rappeler là avant de passer au slide suivant. Et je raccroche avec la question de Stéphanie. Il y a un sujet qui est très important, justement, c'est la méthodologie de mesure de la sensibilité prix du client.
Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment critique et qui est assez complexe. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais je vais répondre à Stéphanie très, très rapidement. Il y a deux approches qu'on peut utiliser. Il y a l'approche historique, de mesurer la sensibilité du consommateur, donc l'élasticité sur la donnée historique. Cette approche-là, elle est bonne quand on veut parler de simulation, quand on veut faire des simulations, etc. Elle est pertinente. Elle n'est pas très précise et on ne la recommande pas du tout pour aller optimiser les prix. Pour aller optimiser les prix, on va mesurer en fait ce qu'on appelle l'expérimentation. C'est une approche où on a, avec des algorithmes d'apprentissage par renforcement, où on va constamment retester en fait la sensibilité des prix du client sur un price point et on va faire des ajustements. Donc, je ne vais pas aller dans le détail. Si vous voulez aller creuser le sujet, je vous mets un lien ici sur un white paper qu'on a écrit qui peut vous donner un peu des éléments de réponse là-dessus. Donc la méthodologie, c'est un point critique. Et puis là, on peut aller au slide suivant, Olivier, pour rappeler un petit peu les facteurs clés de succès, quoi. Donc, deux facteurs clés de succès, c'est ce que vous a dit Olivier 10 fois, toujours considérer la sensibilité prix dans un contexte précis. Donc, c'est vraiment quelque chose à faire, à mettre à jour. La sensibilité prix, c'est quelque chose à tester et mettre à jour régulièrement. Effectivement, vous ne pouvez pas utiliser ce que vous avez appris il y a 3 semaines ou un mois pour aller faire des décisions de pricing. Je pense que le Covid, c'est un très bon exemple. Nous, on a vu des courbes d'élasticité pendant les phases de Covid et les premières phases de confinement dont la pente a complètement changé, avec des réactions des consommateurs très, très différentes par rapport à un prix. Et le deuxième facteur de clé de succès, c'est vraiment cette partie méthodologique où il faut vraiment faire très, très attention parce que c'est une arme à deux tranchants. Si vous avez les mauvais calculs et les mauvaises méthodes, vous allez prendre des décisions qui sont fausses ou très mauvaises. Maintenant, on va essayer de faire l'arbitrage, Olivier. Quand est-ce qu'on utilise l'un, quand est-ce qu'on utilise l'autre? Alors, je vous ai déjà un peu ruiné le suspense au début en vous disant qu'il n'y avait pas de méthode parfaite et applicable dans tous les cas, mais on va essayer de vous donner quelques pistes. Donc, en gros, on a identifié trois critères pour savoir quelle est la stratégie d'optimisation la plus adaptée à votre besoin. Donc, l'horizon de temps sur lequel vous attendez un ajustement, une atteinte de vos objectifs, le poids des contraintes que vous avez à respecter et la largeur du couloir de prix, donc la variation autorisée de changement de prix. Donc, j'ai créé un peu de chemin volontairement cliché pour vous donner une idée. Ensuite, on verra quelques exemples un peu plus mitigés. Donc, si vous avez un horizon de temps immédiat, avec un objectif, une attente immédiate, ajustez les prix de vos produits stratégiques, donc vos top-sellers, vos produits iconiques, etc., etc. Qu'en plus, vous avez une contrainte élevée, c'est-à-dire que vous souhaitez définir des règles exactes, strictes, qui vont être appliquées à la lettre, ce qui va donc nous amener à avoir un couloir de prix ou des couloirs de prix s'il y a plusieurs catégories étroits, où vous allez dire, maintenant, je reprends mon exemple de la PlayStation 5, sur la PlayStation 5, je vais être aligné exactement sur ce concurrent, parce que c'est lui qui dicte le marché. Ben là, vous voyez où ça nous amène, on va partir sur une stratégie d'alignement concurrentiel. C'est le plus évident. Par contre, si vous avez un horizon de temps un peu plus long terme, vous dites, ben non, moi, sur cette catégorie, sur cette sous-catégorie, j'ai un objectif à 3 mois, à 6 mois, à 1 an, d'aller chercher de la marge, d'aller chercher de la part de marché. Ce ne sont pas des produits, on va dire, stratégiques, c'est ma long tail. Souvent, j'aime bien donner l'exemple des accessoires pour les smartphones, où on va dire, ben voilà, une housse de téléphone, c'est pas, voilà, elles se ressemblent un peu toutes, etc., etc. Donc, j'ai pas besoin d'être le moins cher ou au contraire le plus cher sur tel produit, ce qui va m'amener à avoir des couloirs de prix assez larges, où là, je vais dire, bah, en gros, la largeur de mon couloir de prix, c'est la sensibilité de prix de mes clients. C'est, voilà, si j'ai des clients qui sont prêts à payer 10 le lundi et 7 le mardi, bah, allez-y, faites la variation. Ben là, ça va nous amener directement, on va dire, j'allais dire tranquillement, vers une optimisation via la sensibilité prix des consommateurs. Donc là, on est sur des champs très théoriques, hein. C'est le premier cas de figure, on le retrouve, on va dire, assez régulièrement sur des sous-catégories. Le deuxième aussi, mais de façon générale, on n'est pas sur des cas aussi textbook.
Donc, pour vous donner un exemple, j'ai pris deux types de situations pour nos clients. Donc, première situation, sur la colonne de gauche, j'ai un positionnement Everyday Low Price. C'est-à-dire, je suis connu pour être un des acteurs les moins chers du marché. Donc là, c'est pas compliqué. Je vais avoir 90% de mon catalogue sur lesquels je vais m'aligner strictement sur mes clients, sur mes concurrents. Donc moi, je vais créer une règle d'alignement qui va dire, ben voilà, sur ces produits-là, je veux que tu sois toujours au niveau du moins cher du dernier jour. Très bien, c'est simple, c'est fait très rapidement. Par contre, cet alignement concurrentiel me coûte en marge, donc j'ai besoin de récupérer de la marge sur les 10% du catalogue qui reste. Donc sur ces produits-là, quels qu'ils soient, donc les housses de téléphone, je sais pas, les sacs aspirateurs, les recharges, SodaStream, tout ce que vous voulez, bah là, je vais Pour les utiliser de la accessoires. sensibilité prix. Pardon? C'est souvent les accessoires qu'on Oui, optimise c'est aussi. ça, accessoires ou les services. On Mmh. en parle très peu, mais les frais de livraison sur du e-commerce, ça peut être aussi un levier, pour récupérer quelques points de marge. Donc sur ces, services ou ces, accessoires, je vais utiliser de la sensibilité prix et au final, ces quelques centimes ou euros que j'ai récupérés, bah, ils vont venir financer en partie mon alignement concurrentiel et voilà, donc je vends sur le web et sur les magasins. J'ai décidé d'avoir les mêmes prix sur les 2 canaux. Mon deuxième cas de figure, c'est un cas un peu plus, générique, un peu moins marqué, où j'ai un catalogue avec des marques nationales et MDD. Je vends sur des webs, je vends sur des magasins. Sur certaines catégories, certains rayons, j'ai des produits, très forts, iconiques, sur lesquels je peux pas être dépositionné. Parce que c'est les gens qui viennent acheter ça. Donc on a voilà, vous avez autant d'exemples que de catégories en tête. Où j'ai aussi des marques phares. Donc on est resté sur Apple, mais aussi voilà, ceux parmi vous qui travaillent dans le jouet, on sait que Lego est aussi, voire peut-être encore plus iconique qu'Apple. Et donc vous ne pouvez pas être dépositionné sur ces produits-là. Donc vous allez suivre à la lettre le prix public recommandé sur ces produits-là. Donc voilà, sur ça, je me suis aligné. Donc vous voyez, on parle d'alignement concurrentiel, mais ça peut être aussi un alignement sur un autre point de référence. Là, on vous a donné l'exemple du prix public recommandé, mais on a aussi des clients qui nous disent, ben non, nous, on a une image anti-inflation assez forte, donc on prend le prix de l'an dernier et on n'accepte pas d'être plus cher de X%. C'est-à-dire que mon consommateur qui a acheté sa plaquette de beurre le 9 novembre 2022, aujourd'hui, il ne doit pas la trouver plus de 5-6% plus cher que l'an dernier. Donc là, pareil, cet alignement, me coûte quelques points de marge, donc je vais essayer de récupérer cette marge avec de l'optimisation grâce à la sensibilité prix. J'ai de la chance, mes MDD ont une très bonne image, presque personne sait que c'est une MDD, ils pensent que c'est vraiment une marque nationale de qualité. Donc là, je vais aller chercher de la marge sur ces MDD. Par contre, j'ai un vrai défi online où, j'ai des concurrents qui sont très agressifs et je ne peux pas me permettre de les suivre. Mais j'ai, réussi à négocier avec mes fournisseurs une gamme de produits que je vais vendre exclusivement sur le web, et ceux-là, ils vont avoir un rôle de produit d'appel. Donc là, je vais demander à mon algorithme, hein, d'étudier la sensibilité prix et de dire: «Bah, sur ces produits-là, tu me fais du volume. Je veux être agressif sur ces produits-là, donc tu vas vraiment aller chercher du volume et derrière, bah, je vais récupérer mes marges», comme on l'a vu sur les MDD, les services ou les accessoires. Donc c'est ce genre d'exemple, de stratégie. C'est vraiment évidemment, on ne vous dira pas quels clients, font ça, mais c'est, je pense, 95% de nos clients utilisent ce genre de mix. Donc si on veut résumer, les 2 méthodes, les avantages et les inconvénients. Donc vous verrez, les avantages de l'un sont souvent les inconvénients ou les contraintes de l'autre. Si on commence par l'alignement concurrentiel, le gros avantage, c'est que il y a une énorme productivité, une grosse fiabilité j'allais dire du jour au lendemain, mais c'est même du quart d'heure du quart d'heure. C'est-à-dire que vous lancez, votre alignement, dans 15 minutes, dans 10 minutes, vous avez les prix live sur votre site, c'est fait, il n'y a pas d'erreur. Tant que la donnée est fiable, il n'y a aucune erreur et vous contrôlez au SKU près le prix que vous souhaitez appliquer. La contrainte, voire le risque, c'est que vous donnez un peu les clés de votre stratégie à vos concurrents. Donc vous prenez le risque de déclencher une guerre de prix ou d'avoir des concurrents, je ne citerai pas les noms, mais je l'ai vu dans une vie précédente, où ils se servaient, un de nos concurrents savait qu'on allait s'aligner sur leur prix,
Donc, la veille ou l'avant-veille d'une promo, ils cassaient volontairement un prix pendant quelques heures parce qu'ils savaient qu'on allait s'aligner et derrière, la promo était annulée parce qu'on ne respectait plus la loi Omnibus. Et la deuxième grosse contrainte, c'est que vous êtes très dépendant de la qualité et de la disponibilité des données de benchmark. On sait que c'est de plus en plus difficile. Nos compères qui travaillent dans le crawling doivent déployer chaque jour des stratégies de plus en plus élaborées pour réussir à passer les sécurités et à suivre. Donc, il y a une grosse dépendance. Côté sensibilité prix des consommateurs, l'avantage très fort, c'est qu'on part sur du long terme. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va créer de la valeur, de la marge, du chiffre d'affaires sur une longue période de temps. Et quand je dis une longue période de temps, ça ne veut pas dire que ça va mettre du temps à être créé, ça veut dire que ça va être durable sur la longueur. On va avoir les premiers résultats relativement rapidement, en une semaine ou deux, et ça va être valable pendant 1, 2, 3 ans. Nous, on a des clients qu'on a depuis 4-5 ans, où on a toujours une création de valeur très positive. L'intérêt, l'avantage aussi, c'est qu'on va utiliser l'expertise métier. Donc, vous allez nous dire, bah, sur telle catégorie, ça ne sert à rien d'aller chercher du volume, ça ne sert à rien. Je ne serai pas compétitif, donc sur celui-là, on va aller chercher de la marge. C'est vous qui allez nourrir l'intelligence artificielle et nos algorithmes avec votre expertise. Les deux contraintes ou les deux risques, c'est que bah, déjà, il faut accepter de lâcher le guidon ou de le volant. On en parle pour les voitures autonomes, mais c'est aussi le cas pour le pricing automatique. Il faut que vos catégories managers, vos équipes pricing acceptent de dire « je définis des objectifs, des contraintes et je ne touche plus à rien ». Donc, ce n'est pas négligeable comme contrainte. Il y a vraiment un effort de conduite du changement. Attention, parce que ne plus toucher à rien, ça ne veut pas dire valider les prix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est quand même la décision finale d'accepter ou pas une recommandation. Elle est toujours laissée aux catégories managers. Enfin, je pense que c'est un point clé, quoi. Oui, bien sûr. Et la deuxième contrainte, c'est que les évolutions ne sont pas aussi prévisibles. C'est en partant du principe que vous arrivez à prévoir le comportement de vos concurrents. Là, on va vraiment laisser l'algorithme, et comme vient de dire Jérôme, vous aurez toujours la main évidemment, et ça sera basé sur vos contraintes et vos objectifs, mais c'est l'algorithme et c'est vos consommateurs qui vont décider du prix qu'ils vont payer. C'est qu'on va savoir que les consommateurs, tel jour, sur telle catégorie, ils sont prêts à payer un peu plus, donc on va appliquer le prix pertinent. Mais on ne peut pas le savoir à l'avance. Alors on peut, mais voilà, ce n'est pas aussi prévisible qu'une règle que vous allez avoir construite. Dernière étape, on avait parlé de l'étape 4 depuis le début, on ne l'a pas oublié. On l'a gardé pour la fin parce que c'est l'étape, entre guillemets, c'est elle qui va faire le succès de votre stratégie, quelle qu'elle soit. Ce qui est vraiment crucial, donc pour le coup, je ne vais pas vous parler de contexte, mais presque, c'est pas des stratégies one-off. C'est-à-dire que vous n'allez pas dire, OK, j'ai créé mes règles, j'ai mesuré ma sensibilité en définissant mes objectifs, je peux partir en vacances, je reviens dans 6 mois, tout marchera bien. Non, vous devez contrôler et piloter ces règles. Donc, contrôler, c'est définir quels sont les indicateurs que vous allez voir. Est-ce que vous allez suivre une image prix? Est-ce que vous allez suivre un indice prix? Est-ce que vous allez suivre une performance commerciale du pricing? Est-ce que vous allez dire, OK, j'arrive à isoler l'impact de mon activité pricing et c'est cet indicateur que je vais suivre? Donc ça, c'est le choix de l'indicateur et aussi, comme la méthode, ça va vraiment avoir un impact énorme. La différence, nous on le voit, on a certains clients qui n'utilisent pas les mêmes indicateurs et du jour au lendemain, ça donne une vision complètement différente. Une fois que vous allez avoir validé ça, vous allez piloter en fonction de l'évolution de cet indicateur. Ben, quand vous êtes en alignement concurrentiel, vous allez dire attention, je vois que là, je deviens vraiment trop agressif, ça a un gros impact sur mes marges, je vais affiner mes règles. Aussi, vous allez dire, ben là, je m'aperçois que sur cette catégorie, je deviens très dépositionné. Je ne la suivais pas jusqu'à présent, elle a pris beaucoup de poids au cours des derniers mois, ben, je vais aller demander à mon crawler de me donner les données benchmark. Sur la sensibilité prix des consommateurs, ben là, vous allez ajuster vos objectifs. Nous, on le voit, par exemple, sur la saisonnalité, ben, on va dire, je ne sais pas, je reprends mon exemple des climatiseurs, ben, alors, je veux qu'au printemps, j'ai un objectif de volume parce que je veux attirer du client. Par contre, en été, on le voit tous les ans au journal télévisé, c'est la guerre pour avoir des climatiseurs, des ventilateurs. Là, je peux me faire plaisir et aller chercher de la marge. Pareil sur des contraintes.
je vais vous donner une contrainte de volume, mais au final, je me rends compte que j'ai des problèmes de stock, donc je vais enlever cette contrainte de volume en vous disant, OK, si au final, tu peux arrêter de vendre un peu aussi fort cette catégorie parce que je vais être en rupture, je vais faire ça. Et après, on va s'apercevoir aussi que la segmentation est pas très bonne. On donnait tout à l'heure l'exemple où on disait j'ai les mêmes prix web et magasin. Peut-être qu'on va s'apercevoir que sur certains produits, justement, il y a un potentiel à aller chercher en magasin. Parce que quand quelqu'un vient, je garde mon exemple du climatiseur, quand quelqu'un veut un climatiseur, il le veut maintenant parce qu'il va faire 35 ou 36 degrés demain. Donc, je peux peut-être vendre un peu plus cher en magasin que ce que j'aurais vendu en ligne où il y a 1, 2, 3, 4 jours de délai de livraison. Super Olivier, merci. Donc là, je propose qu'on vous présente un seul slide sur Pricing Up, j'aimerais bien garder 10 minutes pour les questions. Il y a beaucoup de questions pertinentes. Peut-être aller au slide 27, Olivier, sur la partie présentation de Pricing Up. Donc vous avez compris, on a un outil SaaS, on travaille beaucoup pour le e-commerce et les grands e-commerçants et les retailers. Et ce qui est intéressant de voir, c'est cette notion de performance. Aujourd'hui, nos clients, comment est-ce qu'ils nous utilisent? Si on regarde les performances pricing qu'on a apportées en 2022 à nos clients et cette performance, cette création de valeur sur les principaux indicateurs que sont la masse de marge, le chiffre d'affaires, le volume et la marge unitaire, ça, on calcule ça versus des groupes de contrôle. C'est toujours affiché à l'écran et il y a vraiment un sujet chez nous de mesure de la création de valeur. Eh bien, ce que vous constatez, c'est que quand on fait des alignements concurrentiels et on utilise ces stratégies pour aller chercher du volume et du chiffre d'affaires, c'est sur la partie gauche, c'est ce qu'on appelle chez nous le rule-based pricing. Donc, on va aller chercher 20% de volume en plus et 10% et même 11% de chiffre d'affaires en plus en sacrifiant un petit peu de la marge et de la marge unitaire. Donc, on est flat au niveau profit. Par contre, toute la partie target-based pricing, donc centrée sur l'élasticité prix et la sensibilité prix du consommateur, là, on va aller chercher la masse de marge incrémentale. Et donc, les clients, ils utilisent bien en fait un mix de ces deux stratégies chez nous pour faire des choses différentes. Et si on trace le trait un peu grossièrement, vous vous dites, l'alignement sur la concurrence, je vais aller chercher du volume. Le target-based pricing, je vais aller compenser en fait et aller chercher la masse de marge incrémentale pour financer finalement mes stratégies de volume. Voilà. Je vous propose de passer aux questions-réponses. Il y a pas mal Jérôme. de petites questions. Donc, voilà, je te laisse prendre la main, Anne-Sophie. Oui, on peut peut-être revenir donc sur la première question. Il me semble qu'on a un peu moins abordé la deuxième partie pour la comparaison. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour comparer les produits d'appel dans le secteur de la mode? Alors, le secteur de la mode, c'est un secteur très, très particulier, un peu spécifique. Et c'est vrai que nous, on le traite assez peu. Donc, les conseils de pour comparer les produits. Ouais, ça, c'est la grosse difficulté. Sur le secteur de la mode, il y a un gros travail en fait, de définition des attributs et de matching à faire. Donc, pour chaque produit, il faut avoir vraiment en tête et vraiment bien définir quels sont les attributs. La problématique de la mode, c'est aussi la fréquence de changement de prix, de changement des collections. Donc, le temps de vie, le cycle de vie d'un produit, il est très court. Donc là, il y a un énorme travail à faire sur cette partie-là. Donc, pour comparer les produits d'appel, c'est assez facile quand vous avez des collections permanentes. Et donc là, je pense que quand vous avez une collection permanente, le travail sur la définition des attributs et le matching, il doit être fait. Et quand vous avez des nouvelles collections, c'est un vrai challenge. Et honnêtement, je n'ai pas de conseils spécifiques. Ça dépend de l'effort que vous voulez mettre et du temps que vous voulez passer pour faire ça, parce que le travail est un peu tedious. Il n'y a pas de solution miracle, c'est énormément de travail. Et vous n'avez pas le choix, il faut que ça soit un matching qui soit algorithmique. Et c'est notre recommandation, c'est de passer par des solutions qui ont une grosse expertise en matching. Merci. Donc, tu veux que je descende les questions, Anne-Sophie, ou... Oui, on peut faire ça. Oui. OK. Donc, sur les outils efficaces pour scanner les prix en magasin, sur le marché français, on connaît un outil qui a une application qui est aujourd'hui déployée chez 2 de nos clients. L'outil s'appelle Parly. C'est un benchmarker et en fait, c'est le seul outil pour l'instant que je connaisse qui fasse ça. Il est disponible, c'est une application qui est disponible sur iOS et sur Android. Une question qui est intéressante, c'est aussi sur quand on est retailer au niveau Île-de-France, donc ça veut dire avec des points de vente physiques au niveau Île-de-France, mais digital sur le reste du pays, comment est-ce qu'on aligne les prix versus les concurrents? Alors déjà, la première question à se poser, c'est est-ce que j'ai un prix national? Est-ce que j'ai le même prix
en Île-de-France et sur le web et sur le magasin. Donc là, en fait, il y a deux écoles. Il y a beaucoup de retailers qui sont quand même avec un prix national, donc le même prix entre web et magasin. Et puis, il y a des retailers qui sont capables de différencier ça. Nous, on pense qu'aligner le web et le magasin, c'est un peu dommage. Il y a une grosse opportunité perdue parce que l'élasticité prix, enfin la sensibilité prix de votre consommateur en web, elle n'est pas pareille que la sensibilité prix du consommateur en magasin. Et on l'a prouvé chez des grands retailers qui ont changé leur stratégie d'alignement. Si vous voulez désaligner, aussi une bonne façon de le faire, c'est désaligner, c'est d'avoir un catalogue produit en fait dédié web qui sont des références produits que vous n'allez pas retrouver en magasin et que vous allez pouvoir pricer de façon un peu plus dynamique et de façon différenciée, puisqu'en fait, on ne va pas les retrouver en magasin. Ensuite, en termes d'alignement, ensuite en termes de pricing, il y a beaucoup d'acteurs qui en fait qui sont omnicanaux et qui arrivent quand l'internaute arrive à qualifier le point d'origine de l'internaute et lui afficher des prix qui sont par exemple Île-de-France, avec des alignements qui seraient Île-de-France. Et quand ils sont hors de l'Île-de-France, les internautes qui sont identifiés, ils ont une autre tarification, etc. Ça, c'est possible. Les grands e-commerce des retailers type ADO font ça. Vous êtes géolocalisé et en fait, vous avez un pricing qui est en fonction de votre magasin. Chez Franprix, ils font ça. C'est vraiment un pricing qui est en fonction de votre magasin de référence, ou là où vous allez chercher les colis, par exemple. Je rajoute un point. On a beaucoup parlé de l'omnicanal physique contre web, mais il ne faut pas oublier l'omnicanal site propre et marketplace. On le voit de plus en plus. Je pense que vous êtes tous dans la situation où vous avez votre site propre ou vos retailers propres, et derrière, vous allez avoir une boutique marketplace sur toutes les plateformes différentes. Et là, pareil, il ne faut pas hésiter à jouer sur l'élasticité différente en fonction de la marketplace. Nous, on le fait pour quelques clients où on leur recommande des prix qui sont, pour le coup, vraiment sur certaines catégories, on a vraiment des écarts non négligeables entre le prix l'élasticité qu'on a mesurée sur leur site propre et l'élasticité mesurée sur une ou deux marketplaces. Donc c'est et pareil, alors je sais que sur le e-commerce, ça se fait pas beaucoup, vous l'avez beaucoup dans le travel et Jérôme en parlera mieux que moi. Aussi, si vous vendez sur votre site web ou sur l'application, c'est aussi des façons d'optimiser. Et une fois de plus, on ne parle pas d'écart de prix de 20-25%, mais les 2-3% d'écart qu'on peut avoir à la fin de la journée sur votre PNL, ça fait une différence non négligeable. Question suivante. Donc, la question sur la méthode, je la passe parce qu'on en a répondu. On y avait répondu, oui. Et donc, il y a la question sur, vous parlez des prix de référence, quid des prix payés après la promotion? Alors, des prix nets payés après la promotion. Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, dans l'application, donc là, nous, notre métier, c'est de calculer le prix de vente au consommateur final, le PVI. Ensuite, il y a la notion de prix de référence qu'on appelle le prix omnibus, c'est le prix sur lequel vous allez pouvoir faire votre discount, baser votre discount et votre promo. Ça, c'est un truc qu'on peut vous calculer. Et en général, qu'est-ce qu'on fait avec le prix de la promotion? Donc, dans la mesure d'élasticité prix, en général, on isole les prix promotionnés. Okay, donc, ces prix-là sont isolés puisqu'en fait, l'élasticité prix sur ce produit-là va être un peu différent. Puisqu'en fait, il va s'agir d'une promotion et l'affichage du prix va être issu d'un marquage promotionnel avec un attrait, peut-être il y a une tête de gondole, etc. Donc, ça fausse un peu le comportement du consommateur. Donc, en général, ces prix-là, on les isole de l'optimisation du prix par élasticité prix et on a des mécaniques en interne qui nous permettent de taguer et d'isoler et même de ne pas calculer des recommandations de prix sur des prix qui sont en campagne de promotion. Juste, je rajoute un point aussi. Donc, la promotion, on a le prix barré classique, mais aussi on a deux types de promotion. Donc, on a le voucher direct. Tapez été et vous aurez 20% sur les climatiseurs, mais on a aussi du voucher différé, où si vous achetez ce climatiseur, vous avez 20 € à valoir sur tout le site. Et ça, c'est pareil, on a différentes mécaniques en fonction de vous, de ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez continuer à optimiser ou pas, comme vient d'expliquer Jérôme, ou on peut isoler ou pas ce produit de l'optimisation. Ouais, ces voitures, on peut les retraiter derrière, parce qu'on récupère les tickets de caisse et les ventes, et donc on les isole et on peut les retraiter. Ouais. Ensuite, préconisez-vous un positionnement de prix dynamique pour un site de marque fabricant dont les produits sont aussi présents sur les sites des retailers?
Oui, j'ai tendance à dire oui. Il y a quand même une tendance de fond en direct to consumer, c'est que les prix par les marques en fait sont de plus en plus ajustés. De toute façon, vos distributeurs vont faire du pricing sur vos produits et ne vont pas respecter le prix de vente recommandé. Donc en fait, et vous en tant que leader, vous devez quand même vous pouvez pas être complètement déréférencé et désynchronisé des prix du marché. Donc oui, on recommande de faire un pricing qui soit un peu plus dynamique, un peu plus intelligent, qui s'écarte en fait de la règle sacro-sainte où j'ai le prix de vente recommandé, je ne le bouge pas. On voit de plus en plus de marques aller dans cette direction-là, mais c'est quand même une grosse décision stratégique. Mais moi, je préconise de faire du pricing ajusté. Bien sûr, vous avez moins de marge de manœuvre, mais en fait, il faut quand même ajuster parce que sinon, votre canal de vente D2C ne va pas être performant. Donc, vous allez investir là-dessus, puis ça ne va pas performer parce qu'en fait, vous aurez des concurrents sur vos propres produits qui sont beaucoup plus agressifs. Comment gérez-vous les méthodes de sensibilité, dans la méthode sensibilité prix des consommateurs, la composante des prix concurrents? Voilà, j'ai bien envie de faire Pierre, j'ai envie de faire une réponse un peu provocatrice. Et j'ai envie de dire, à la limite, on s'en fiche. Voilà, c'est tout le principe, c'est de dire si jamais on optimise sur la sensibilité de prix du consommateur, c'est vrai que la concurrence dans l'absolu ou dans la concurrence dans le détail, on s'en fiche. Pourquoi? Parce que en fait, si jamais vous avez un concurrent qui fait qui fait un prix suffisamment agressif pour que c'est un impact sur votre demande, sur votre trafic, le voir tout de suite et on va réajuster le prix. Okay, si jamais vous avez un concurrent qui est suffisamment agressif pour que la demande baisse, le trafic baisse, etc., automatiquement, l'algorithme il va prendre ça en compte et il va réajuster le prix par rapport à votre objectif de business. Et c'est vrai pour un concurrent, mais c'est vrai pour un événement externe, quel qu'il soit. Ceci étant dit, je comprends que vous ayez beaucoup de mal à entendre ça et souvent en pricing target-based ou en sensibilité du prix du consommateur, on utilise la concurrence pour aller définir les couloirs de prix. C'est-à-dire que ça va quand même définir le bac à sable dans lequel nous, on va pouvoir aller jouer avec la sensibilité prix du consommateur. Donc, il y a toujours la possibilité d'intégrer cette dimension qui est fondamentale pour aller optimiser son prix en target-based pricing, sensibilité prix du consommateur. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, on n'a pas d'autres questions. Merci beaucoup pour ces échanges. Je vois qu'on a un petit peu débordé. Je vous partage rapidement là, le temps de vous remercier les prochains événements FEVAD. En tout cas, merci beaucoup Jérôme et Olivier pour cette présentation. C'était très clair avec des insights très intéressants. Donc, on va mettre à disposition le replay et une synthèse écrite ainsi que le PDF de présentation. Vous serez informé de tout ça par mail très rapidement. Voilà, merci encore une fois à nos speakers et à vous tous pour votre participation. Et merci à vous pour l'invitation. Merci, très belle journée. Au revoir.